Ok, et yo tout le monde, c'est Five. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve, alors on est le 25 décembre déjà. Joyeux Noël, j'allais dire bon anniversaire. Joyeux Noël à tout le monde, bonne fête à tous, hein, pour commencer. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'étais malade aujourd'hui malheureusement, alors j'ai pas pu vous la sortir aux dates prévues. J'espère que vous êtes toujours aussi nombreux, aussi contents d'avoir les suites de ces vidéos. On est à la partie 4 sur 9, donc il nous restera encore 5 épisodes après celui-ci. Et puis comme d'habitude, mettez-vous dans l'ambiance, avec votre main droite, votre main gauche, de quoi boire, manger, puisque ça risque d'être un long épisode. Et puis surtout, dans le noir, c'est important. Et puis c'est parti pour cette partie 4 du patient qui a failli me faire arrêter la médecine. Wow, d'accord. Il faut que j'écrive vite, sinon je ne finirai jamais. Je vais avoir une gueule de bois pas possible, mais on s'en fout. Mettre tout ça sur papier, c'est comme une chimiothérapie pour mon âme. Ça fait mal, ça brûle, mais ça brûle quelque chose de pire. Ça ne sert à rien de repousser les choses de toute façon, alors parlons de ma première rencontre avec Joe. Eh oui, je me suis assuré d'essayer d'écrire ceci exactement comme je m'en souviens, mais je n'avais évidemment pas de magnétophone avec moi, donc si je dois me paraphraser un peu à certains endroits pour ne pas rendre incohérent le récit, laissez-moi une chance, ok? Bref, revenons à l'histoire. Le trajet jusqu'à la chambre de Joe était plutôt long. Enfin, plus long que ceux des autres patients, puisqu'elle se trouvait à l'extrémité d'une des salles qui abritait les chambres des patients. Mais c'est là que les clichés d'horreur autour de son entretien ont pris fin. Par exemple, il n'y aurait pas eu de raison de l'installer au sous-sol, ou quelque chose comme ça. En vérité, il avait l'une des chambres les plus spacieuses et les mieux éclairées de l'hôpital. Probablement grâce à son statut de patient avec des tuteurs suffisamment riches pour s'offrir plus de 20 ans de soins. Rien de tout cela n'a diminué mon appréhension d'aller à ma première séance avec lui. Le fait que tant de gens aient essayé avec tant d'insistance à me dissuader de parler à ce mystérieux patient a certainement fait son effet. Et je m'attendais à ce que sa porte me choque lorsque j'ai inséré la clé et tiré sur le bouton, mais rien de tel ne s'est produit. Comme je l'ai dit, la chambre de Joe était assez spacieuse et bien éclairée, et avait même une fenêtre exceptionnellement grande, avec une vue impeccable et imprenable sur le terrain de l'hôpital. Ce qui m'a fait cependant sursauter et plutôt perturbé, c'est le fait que la chambre de Joe semblait grande, en tout cas plus grande que celle de Joe lui-même. Pour un patient aussi redouté, il ne donnait pas la moindre impression de danger. Il ne devait pas mesurer plus d'1m75 et il était aussi mince qu'on pouvait l'être sans avoir l'air sous-alimenté. Une vadrouille de cheveux blonds indisciplinés qui semblait ne pas avoir été peigné depuis des années lui tombait sur la tête. Il était assis, dos à moi, sur l'une des chaises bon marché de l'hôpital. Et comme il se levait, en se retournant vers moi, je m'attendais à ce que son visage porte une sorte de terreur inattendue. Mais même ici, j'étais déçu. Son visage était long, pâle et chavelin, avec un menton faible et tombant, des pommettes hautes et des dents légèrement jaunies. Ses yeux bleu pâle semblaient flous et presque aussi absents que certains des patients, les plus catatoniques que j'ai vus. On s'est regardé pendant quelques instants, avant que je commence à parler. « Joe ?» j'ai dit d'un des tons les plus professionnels. « Je suis le docteur H, et le docteur G m'a demandé de faire une thérapie avec vous, si ça ne vous dérange pas. » Tu es jeune, sa voix était grave, et râpée comme s'il l'avait à peine utilisée. Cela aurait été un peu déconcertant si ce n'était de l'épaisse tristesse qu'il contenait, ce qui ne faisait que le rendre plus pathétique. Je lui ai hoché la tête et lui ai fait un petit sourire. « C'est bien moi, » dis-je clairement. « Est-ce que ça te dérange ?» Il haussa les épaules. « Les autres n'étaient pas aussi jeunes que toi. Les autres n'étaient pas aussi jeunes que toi. » Elle devient désespérée. « Qui donc ?» demanda-je. « Tu sais qui ?» dit-il avec un sourire amer. « Elle, celle qui me garde enfermé ici. Pourquoi elle ne m'égorge pas tant qu'elle y est? Je parie qu'elle l'a fait à plein d'autres. » Si vous parlez du docteur G, alors oui. Comme je l'ai dit... « Oh, docteur, docteur, docteur !» dit Joe doucement. Puis sans prévenir, il a frappé le mur avec un grognement dégoûtant. Eh bien, c'est un docteur de merde.
elle ne peut pas guérir un patient. Alors, elle m'enferme, avec peine et quelqu'un à qui parler pendant des décennies, puis m'envoie un nouveau visage, comme vous. Laissez-moi deviner. Tu es le nouveau médecin le plus brillant du quartier, et il pense peut-être que toi, et que toi seul, peux me guérir. Je n'aurais pas dû être surpris qu'il ait pu régler ce que je croyais être un détail privé à mon sujet, mais je l'étais. Mon choc a dû se voir sur mon visage, parce qu'il a gloussé de mépris. Ce n'est pas comme si j'avais besoin d'être magique pour comprendre. Cette salope n'enverrait quelqu'un ici que pour une seule raison, parce qu'elle veut les virer. Tu sais que j'étais probablement ici quand tu portais des couches, et personne n'a su quoi faire de moi depuis. Elle sait que je ne suis pas guérissable. Est-ce que tu te rends compte ? Tu n'es qu'un agneau sacrificiel pour qu'elle ait quelque chose à rapporter à mes putains de parents sans valeur, pour qu'ils envoient de l'argent et pour qu'elle puisse se débarrasser de tous les visages brillants et frais qui pourraient la faire passer pour mauvaise. J'étais sous le choc. Ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais le patient le plus redouté de l'hôpital. Il était amer et frustré. Oui, mais semblait remarquablement lucide, voire sain d'esprit. Pas grand-chose pour 20 ans et plus de confusion et de terreur, sans parler du fait d'être encore institutionnalisé. De plus, ses commentaires m'ont laissé un goût amer dans la bouche et m'ont fait douter de ce qu'on m'avait dit. Est-ce que toutes les histoires à son sujet pourraient vraiment être un acte élaboré pour maintenir une source de revenus aussi fiable à l'hôpital ? Joe, tu ne penses pas qu'il y a un problème avec toi ? J'ai demandé. Qu'est-ce que j'en sais ? Joe a riposté. Pourtant que je le sache, c'est tout le monde qui devient fou autour de moi. C'est arrivé si souvent que je me demande parfois s'ils le font exprès, juste pour me rendre aussi dingue qu'ils le sont avec anticipation de ce que quelqu'un va faire ensuite. Il avait l'air trop sincère pour mentir, et malgré tout ce que j'avais entendu, j'ai commencé à avoir pitié de lui. Néanmoins, certaines des histoires sont restées assez longtemps en moi pour que je me méfie, alors je n'ai pas répondu tout de suite. C'est mieux de le faire parler. Cependant, encore une fois, il a dû remarquer mon silence parce que, plutôt que de continuer son délire, Joe s'est tourné vers moi et m'a regardé d'un air pointu. « Eh bien, allez-y, finissons-en, dit-il en riant amèrement. Je suis sûr d'avoir fait quelque chose pour te rendre dingue sans t'en rendre compte ces dernières minutes. » J'ai secoué la tête d'un non. « Eh bien, alléluia de gloire, mais je peux voir les engrenages tourner dans votre jeune cerveau brillant. Allez, crachez le morceau. Qu'est-ce qui te fait froid dans le dos et qui te fait froisser le visage comme ça ?» J'ai haussé les épaules. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser, Joe. Vous n'avez pas l'air d'un monstre, mais votre dossier contient des choses troublantes. Ah oui ? Il s'est moqué. Ça devait être bon comme quoi ? Je lui ai donc répondu que je ne pense pas qu'une personne normale essaierait de violer une fille de 12 ans la première nuit où elle passe avec lui. Joe a reniflé. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, c'est ce que dit le dossier. Sur Nadia, c'est ça ? J'ai dû renflouer une double prise. Quelqu'un d'aussi impitoyablement mauvais que Joe n'avait pas pour habitude de se rappeler des victimes par leur nom après tout ce temps. Ils se souviennent peut-être des actes, mais en général, la victime était tellement déshumanisée dans son esprit que le nom ne faisait pas partie de l'ensemble. Que s'est-il passé avec Nadia, Joe ? Pourquoi tu ne me donnes pas ta version de l'histoire ? Il n'a pas répondu au début, mais il s'est écrasé sur son lit par dégoût. Après quelques instants de silence, il m'a jeté un regard d'évaluation et me dit ceci. Avant que je te dise, j'ai juste une question pour toi. Tu as une cigarette ? Il m'a donné un sourire irrégulier. Parfois, je les reçois des aides-soignants, ça me calme un peu, soulage l'ennui. Ils ont même désactivé le détecteur de fumée, mais à quoi tu t'attendais ? Je pense que tout le monde s'en fout si je brûle à mort ici.
Il se trouve que j'avais un vieux paquet de cigarettes, très usé, dans une de mes poches. Je l'ai ramassé et lui ai donné, l'une d'entre elles, en appuyant sur mon briquet pendant qu'il prenait la première tannée. Il a laissé sortir lentement, puis m'a encore souri de travers. Merci, Doc. Je suppose que ça va aller. J'ai souri en retour, malgré ma confusion. Alors, nous étions à Nadia. D'accord, Nadia. Joe a pris une autre tannée. Je sais que c'est ce que beaucoup de gens disent, mais le truc, c'est qu'elle m'a dragué. Immédiatement, j'ai senti le scepticisme monter. J'ai du mal à te croire, Joe. Elle avait 12 ans. Tu avais 10 ans. Ouais, je sais. C'est trop jeune, dit Joe en colère, agitant mon commentaire comme si c'était une mouche. Mais vous pensez qu'elle le savait? Son père l'a baisée depuis qu'elle avait au moins 10 ans. Je pense qu'elle pensait que c'était exactement ce que font les garçons et les filles. Quoi qu'il en soit, elle m'a dit qu'elle ne pouvait dormir à moins que quelqu'un ne l'ait d'abord mise en elle, et m'a demandé de le faire. Eh bien, j'étais un enfant, je n'en savais pas plus. On ne parle pas vraiment des oiseaux et des abeilles dans un endroit comme ça, tu sais. C'est ce que j'ai fait. Mais je suppose que je l'ai mal fait parce qu'elle s'est mise à crier et que les aides-soignants étaient juste à l'extérieur, alors je ne pouvais pas vraiment la lâcher. Et tu crois qu'ils allaient m'écouter après ce qu'ils pensaient avoir vu? Il a laissé une autre bouffée de fumée s'échapper de ses dents. Ne devrais pas me plaindre, je suppose, puisque au moins je ne mourrai pas vierge. Je n'aurais pas choisi de le perdre, mais on ne peut pas tout avoir. Contre mon meilleur jugement, j'ai dû admettre que l'histoire semblait plausible. Pourtant, il y avait trop de choses dans ce dossier pour qu'il y ait des malentendus. Alors je l'ai poussé un peu plus loin. Admettons que je te croie, Joe. Ce n'est pas comme si c'était la seule chose. Vos médecins continuent de mourir ou de devenir fous. Et tu crois que je le fais? Ai-je l'air menaçant, docteur? Non, dis-je, mais si vous les allumez. Éclairage au gaz? Des conneries. Ils ne sont pas suicidés parce que j'étais fou. Ils se sont suicidés parce que, comme tous ceux qui ont travaillé sur mon affaire, ils savaient que j'étais sain d'esprit. Ma mâchoire est tombée avant que j'aie pu penser à l'arrêter. En voyant ça, Joe a gloussé. Oh, je sais, ça semble ridicule, mais tu peux me croire, c'est vrai. Depuis la fois où mes connards de parents m'ont laissé ici pour me sortir de leur basket, et ont dit au médecin de trouver une raison de me garder, eh bien, comme les connards avides qu'ils étaient, ils ont inventé de la merde. Mais au moins, ils savaient que c'était une farce au début, avant qu'elle n'arrive. Il grogna bas dans sa gorge et cracha sur le sol avant de continuer. Vous savez ce que j'allais être avant que votre précieux petit docteur G ne travaille ici, Doc? J'allais être l'affaire de la salope. Ce connard prétentieux de docteur A avait pour politique plus ou moins officielle de n'affecter que les médecins les plus bas placés pour travailler sur moi parce que personne ne voulait suivre une thérapie avec un patient sain d'esprit qui était gardé ici à la seule demande de ses parents. C'est à cause de ma malchance que le docteur G a été le premier à avoir eu cette mission. Parce que, laissez-moi vous dire, le docteur G, elle était trop ambitieuse pour perdre son temps avec ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle raconte à quel point je suis terrifié au travail et laissé notre note de suicide à ce sujet juste là où les autres médecins la trouveront. Et ensuite, elle prend un congé de maladie, travaille sur de vrais patients à son retour, et je passe du statut de cas dont personne n'ose parler au lieu d'être le cas de personne ne se soucie. Alors, que font-ils? Ils commencent à envoyer des médecins qu'ils veulent virer, travailler sur moi comme excuse pour s'en débarrasser. Ces pauvres enfoirés ont su, dès qu'ils m'ont parlé, que s'ils ne me guérissaient pas, cette chienne et son mentor de poisson froid s'assuraient que leur carrière serait terminée. Mais ils ne pourraient pas le faire parce que il n'y avait rien à guérir. Ceux qui ont duré le plus longtemps sont ceux avec qui on a réussi de se convaincre de tirer un chèque de paix juste pour contrarier cet endroit. Ils pouvaient vivre plus longtemps avec ça. Ils restaient là. Et j'ai dû regarder les seules personnes qui se souciaient de moi perdre un peu de leur tête grâce à ce processus. J'avais encore des doutes.
Mais pour une raison ou une autre, plus Joe parlait, plus mon cœur se tournait vers lui. Si je devais deviner ce qui le rendait si sympathique, ce serait son comportement. Je ne le fais pas vraiment passer ici, mais même s'il se défendait techniquement, sa voix était encore creuse et résignée, comme s'il savait que même si je le croyais, ça ne servirait à rien. Comme s'il donnait juste sa défense sur pilote automatique, et parce qu'il y avait si peu d'espoir dans ce qu'il disait, j'étais plus enclin à croire qu'il était honnête. J'aurais dû reconnaître que cela pouvait tout aussi bien être une manipulation de psychopathe rétrospective, mais n'oubliez pas, je n'étais qu'un résident à l'époque. Quoi qu'il en soit, j'ai passé encore 45 minutes à parler à Joe, essayant de voir si je pouvais détecter des signes de folie latente avant de devoir enfin aller voir d'autres patients. Quand j'ai fermé la porte de sa cellule, je me suis senti malade, mais pour aucune des raisons auxquelles je m'attendais. Le fait est qu'en dépit de toutes les histoires horribles que son dossier contenait, j'ai vu absolument aucune preuve que cet homme était autre chose qu'un bouc émissaire. Désespérément solitaire, abandonné par ses parents et devenu le monstre résident d'un hôpital sous-financé et à court de personnel. Dans les circonstances, j'aurais normalement recommandé sa libération à mon supérieur, mais si une partie de l'histoire de Joe avait été vraie, cela aurait évidemment été une décision terrible. S'il avait raison, cet hôpital n'allait pas laisser partir une vache à lait comme lui, même s'il était sain d'esprit. Cependant, n'étant pas complètement crédule, j'ai décidé de me donner encore un mois de séance avec lui, avant de décider de faire quelque chose de radical. Peut-être l'avais-je simplement surpris un bon jour et, en peu de temps après, il se serait transformé en un cauchemar. De plus, je n'avais toujours pas écouté les bandes audio de son dossier et je n'avais pas regardé les notes des médecins traitants qui avaient été expurgées. J'ai décidé de commencer les cassettes audio car la première séance avec Joe, alors qu'il ne souffrait apparemment que de terreur nocturne, pourrait me donner des indices que d'autres médecins avaient ratés en raison de son apparente banalité. Comme ma fiancée devait étudier pour les examens du premier semestre à son collège, j'ai décidé de passer la soirée à revoir tout ce que je pouvais. Les bandes audio de la première session de Joe étaient vieilles et de plus un peu déformées. J'avais peur qu'elle ne passe pas quand je l'ai insérée dans mon lecteur cassette. Cependant, après quelques bruits déconcertants et de grincements et de ronronnements, les bobines et la bande ont commencé à bouger. Et le son d'une voix d'homme tiède, teintée, mid-atlantique a jailli de mes enceintes. « Bonjour Joe, je suis le docteur A. Tes parents m'ont dit que tu avais du mal à dormir. » Il y eut une brève intervalle, pendant laquelle j'ai imaginé que Joe avait acquiescé de la tête, parce que le docteur A continuait à parler. « Pourriez-vous me dire pourquoi ?» Une autre courte pause, puis la voix d'un enfant répondit. « La chose dans mes murs ne me laissera pas faire. » Ce qui a suivi était à peu près exactement ce qui avait été décrit dans le dossier, même si je dirais que lorsque Joe a décrit pour la première fois la chose dans ses murs, j'ai fait un frisson involontaire. C'était apparemment une sorte d'hybride dégoûtant de vers et d'araignées avec des yeux segmentés et de longs appendices en forme de doigts qui mangeaient les émotions négatives. Cependant, à part la nature manifestement troublante de ce monstre, il semblait que Joe n'était qu'un enfant imaginatif, typique. Le docteur A expliqué pratiquement que le monstre était simplement quelque chose que Joe avait créé de sa propre imagination, et qu'il pouvait le contrôler, s'il le voulait, bien sûr. Il l'a dit à Joe avec le genre de langage édulcoré et d'humour qu'on pourrait utiliser avec un enfant de 6 ans. Joe riait et promettait de dire au monstre en face qu'il n'avait pas peur de lui, la prochaine fois que ça le dérangerait. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était un enfant courageux. Avant que vous ne posiez des questions, oui, j'ai transcrit l'enregistrement pour référence future. Cependant, contrairement au dossier papier que j'ai encore, ce document se trouve sur un vieil ordinateur portable que j'ai volontairement laissé dans un casier de rangement après la fin de tout cela. Je vais probablement y retourner et voir si ça marche encore assez bien pour avoir le dossier, mais comme c'est juste Noël, je n'ai pas été capable de me forcer à y retourner et à le faire. J'y reviendrai à un moment donné, mais tout à l'heure, je vais me concentrer sur cette partie de l'histoire. Si vous cherchez désespérément des détails, ne vous inquiétez pas, j'aurai plein d'excuses pour vous les donner. Non pas que j'ai hâte, mais juste pour que tu ne te moques pas trop de moi. Bref,
Je reviens à ma première séance de préparation. Après avoir écouté cette première cassette, la seule chose à faire était d'écouter la cassette des expériences de l'infirmier. Au premier coup d'œil, j'ai remarqué quelque chose qui semblait étrange. Une bande étroite de ce qui ressemblait à du ruban cache très ancien avait été recouverte d'un enduit portant l'inscription 3AM, 4AM. J'étais perplexe. Pourquoi n'enregistrer qu'une seule heure? Puis ça m'a frappé. Le dossier mentionnait que l'enregistrement avait été en grande partie silencieux. Ce doit être la seule cassette qui contenait quelque chose d'intéressant. Sinon, pourquoi le préserver? En me préparant à écouter la cassette très fort pour espérer entendre quelque chose, j'ai enfoncé la cassette et appuyé sur play. C'était, comme je m'en doutais, presque rien d'autre que l'air mort pendant les 20 premières minutes. Et plus d'une fois, j'ai dû m'arrêter de chercher. J'ai fini par compter les secondes sous mon souffle. Regardant périodiquement ma montre pour m'assurer de rester attentif à quelque chose. Pourtant, quand j'ai atteint la marque des 20 minutes, la bande semblait prendre vie. Et j'ai entendu quelque chose. Tout d'abord, il y avait le bruit de la respiration que j'avais dû mentionner dans le dossier. Le docteur A n'avait pas exagéré. C'était sans doute le bruit le plus angoissant que j'ai jamais entendu. La respiration a duré une trentaine de secondes avant que j'entende le son de quelque chose qui bouge, et puis des pas. Des pas rapides, comme si quelqu'un courait suivi par le bruit de quelque chose, de mou sur quelque chose de dur. Pendant tout ce temps, j'ai entendu une respiration lourde, probablement celle de la personne qui venait de courir, puis une voix rude, murmurant plusieurs mots obscènes encore et encore, avec des accents de plus en plus terrifiants. Puis, il y a eu le bruit de pas. Et brusquement, à seulement 30 minutes, l'enregistrement a semblé complètement interrompu. Ennuyé, c'était évident ce que j'avais entendu. L'aide-soignant était manifestement trop paniqué pour rester toute la nuit et s'était enfui. En supposant que les notes étaient exactes, il a peut-être décidé de rentrer chez lui et a simulé les frayeurs pour garder la légende de Joe en vie. Cependant, juste pour être sûr, j'ai pensé que je devrais réécouter les 10 minutes d'activité, juste pour m'assurer que je n'avais pas mal entendu. Cette fois, j'ai sorti un casque d'écoute et je l'ai branché dans un des lecteurs cassettes. J'ai réglé le volume au maximum, sans me faire mal aux oreilles, puis j'ai écouté. Encore une fois, la même chose. La respiration rapide et anxieuse, le son d'un corps en mouvement, les pas qui courent, les jurons, le rire, la sortie de l'hôpital, entraînant des pieds. Attendez un peu. Des rires? Il n'y en avait jamais eu avant. J'ai rembobiné la cassette et j'ai écouté, avec un volume plus faible. Le son peut facilement être confondu avec un bruit de fond, mais grâce à un casque d'écoute monté à cette hauteur, c'était presque indubitable. Pendant que l'aide-soignant se glissait dans son micro entre les trous de ses épithètes prononcées, j'ai cru entendre le rire d'un rire bas et grondant en arrière-plan, comme si il était capté de très loin. Mais même de loin, je pouvais dire que le son devait être beaucoup plus fort pour être porté dans le micro. Sans la mauvaise qualité de l'enregistrement, qui m'a fait douter de son authenticité, j'aurais probablement été assez paniqué pour laisser tomber l'affaire jusque-là. Vous voyez ce rire? Il ne ressemblait à aucun son qu'une personne devrait être capable de produire. C'était trop rauque, trop bas et trop guttural, presque comme si quelqu'un avait donné le rythme d'un rire humain au bruit de l'effondrement d'un glacier. Mais alors c'était loin, et l'enregistrement était vieux, donc pour autant que je sache, c'était juste quelque chose d'inoffensif en arrière-plan qui avait été déformé par les années d'inutilisation. J'ai éjecté la cassette pensant qu'il n'y avait rien d'autre à apprendre, et je me suis installé pour jeter un coup d'œil aux notes. Je ne me donnerai pas la peine de les retranscrire. Et la raison en est la suivante. Si j'avais pensé qu'il y avait à moindre chance que Joe se soit trompé en pensant qu'on lui donnait délibérément les pires médecins de l'hôpital avant de les lire, j'étais convaincu après coup. Ce sont là certaines de ces notes les plus disjointes, les moins utiles et franchement incohérentes que j'avais lues dans ma vie. Ils ont sauté d'un diagnostic à l'autre et d'un médecin à l'autre apparemment sur une pièce de 10 centimes, jusqu'à ce que je commence à me demander si Joe n'avait pas été lentement rendu fou par tous ces effets secondaires différents. Certains ont fait allusion au fait qu'on le contenait ou même qu'on le muselait pendant la thérapie, ce qui m'a semblé tout à fait contre-productif. Quel est l'intérêt d'une thérapie par la parole si le patient ne peut répondre?
qu'il me suffise de dire qu'à la fin, j'étais presque certain que ces gens ne faisaient qu'exprimer leur frustration face à leurs propres incompétences médicales sur un patient sans défense. Et je frémis à l'idée du nombre de poursuites pour faute professionnelle qui auraient pu être intentées en fonction de ce que j'ai lu. Les seules notes que j'ai pu commencer à suivre étaient celles écrites par le docteur G, elle-même. Et bien qu'elle montrait un médecin très compétent au travail, à la fin de la journée, elles ont presque confirmé l'hypothèse de Joe. Les notes du docteur G étaient très méprisantes au début, et je pouvais pratiquement entendre le ressentiment dans chaque phrase qu'elle écrivait sur lui. Il était évident qu'elle pensait que c'était un patient tout à fait indigne d'elle et qu'elle voulait désespérément être réaffectée. Pourtant, au fur et à mesure que ses notes avançaient, le ressentiment semblait saigner de son ton et être remplacé par un sentiment extrême de triomphe. En même temps, ils devenaient de plus en plus courts, comme si ils étaient de plus en plus certains qu'elle n'aurait pas besoin de notes parce que l'affaire était si près d'être réglée. C'est un bon exemple. Je cite, lettre du docteur G. Joe répond bien au traitement final. Je reviendrai dans une semaine si le processus prend autant de temps pour fonctionner. Eh bien, quel qu'elle soit le traitement final, comme dit dans cette lettre auquel elle a fait référence, il a certainement donné des résultats. Voyez-vous, exactement une semaine après cette brève, presque désinvolte mise à part, il y a eu sa dernière note de service qui était si différente qu'elle a failli provoquer un coup de fouet. Je vais transcrire ce mémo ici. Du docteur G au docteur A. À compter de demain, je démissionne de mon poste. A, nom de l'hôpital expurgé. J'ai laissé tomber mes patients, mes collègues et moi-même. Rien ne pourra jamais compenser ça. S'il vous plaît, ne pas prendre la peine d'envoyer mon dernier chèque de paie car je ne le mérite pas. Et ne vous attendez pas à en avoir besoin. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de travailler avec vous et je suis désolé de vous avoir laissé tomber si profondément. Je suis désolé, vraiment désolé. Signé Rose. Inutile de dire que cela semblait suspect. Il est vrai que le docteur G n'aurait pu choisir qu'un traitement final désastreux erroné, mais à la lumière de ce que j'avais lu et entendu, il semblait beaucoup plus probable qu'elle ait voulu que ce ne soit que le traitement final qu'elle ferait sur Joe, en raison de son plan pour simuler son propre suicide. Sinon, pourquoi ces notes seraient-elles si courtes sur les détails de son traitement apparemment réussi ? De mon point de vue, c'était presque le dernier clou dans le cercueil de la théorie du patient mystérieux que personne ne peut guérir. Bien que j'ai décidé de donner à Joe un mois d'observation, je commençais déjà à me demander ce qu'il faudrait pour prouver à une autorité supérieure dans le monde de la médecine à quel point ce pauvre homme avait subi des abus de la part du docteur G, qui était ni éthique ni cruel. En fait, si j'avais pensé que j'aurais pu oublier quelque chose lorsque j'ai entendu le rire fantôme sur la bande tout à l'heure, je me demandais maintenant si la bande avait été modifiée d'une façon ou d'une autre, puisque c'était le docteur G qui l'avait retenue. Quoi qu'il en soit, de mon point de vue, c'était Joe qui vivait un cauchemar, pas ses aides-soignants et encore moins ses médecins. En fait, cette révélation a jeté le suicide de Nessie sous un tout autre jour. Cette gentille vieille femme qui n'avait tout simplement pas eu le courage de continuer à torturer ce pauvre homme, et pourtant elle n'avait pas été capable de s'arracher à un hôpital qui avait été la maison pendant si longtemps. Elle s'était donc suicidée et avait essayé d'avertir tout le monde de s'éloigner de lui pour les empêcher de souffrir, de la même culpabilité. Et tout cela parce qu'une femme cruelle avait été tout simplement trop arrogante et trop ambitieuse pour s'occuper d'une affaire ratée pour sa première mission. Malgré tout, à un certain niveau, je me sentais soulagé. C'était une histoire d'horreur, d'accord ? Mais au moins, on aurait dit qu'il y avait probablement un monstre humain. Et si le docteur G était le monstre que je soupçonnais, alors à la fin, j'ai juré que j'allais lui mettre le pieu dans le cœur. Alors, fin de cette partie 4 du creepypasta. Alors, débrief. Comme d'habitude, on fait un petit débrief. C'est une partie qui est assez compliquée. C'est une partie qui est même très compliquée dans le sens, donc si on reprend pour faire un petit condensé, un petit récapitulatif, première rencontre avec le fameux Joe, entre notre médecin préféré et ce fameux Joe, pour savoir pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui l'a rendu aussi malade.
Et là, on arrive dans un cas de figure qui est très complexe. On arrive à avoir deux hypothèses, c'est-à-dire que l'auteur là-dedans est super fort. La première hypothèse, c'est celle qu'on est en train de lire. C'est que Joe, finalement, n'est pas si malade que ça, que c'est une victime dans l'histoire, et il raconte son histoire au médecin de la façon la plus simple possible, en lui disant que voilà, c'est une victime là-dedans, tout ce qui s'est passé, bah, c'est dû à son mauvais traitement, le fait que ses parents l'aient abandonné, que justement que le docteur G, la dame qu'on a vue dans l'épisode précédent, en fait c'est elle qui serait machiavélique, en fait, qui, si on a suivi un petit peu le truc, qui voulait pas s'occuper de ce patient-là, qui n'avait aucun souci, et elle prenait ça comme un genre d'affront de s'occuper d'un patient qui n'avait aucun souci, et elle a tourné la chose en sa faveur en faisant passer ce patient comme inintéressant, comme un patient extraordinairement, putain, pardon, excusez-moi, extraordinairement dangereux, afin de pouvoir propulser un petit peu sa carrière. Donc ça, c'est l'hypothèse numéro 1, hein, que le docteur G est méchant et Joe n'a pas fait, enfin, en fait, est une victime. Et la deuxième hypothèse qui là est sous-entendue, c'est est-ce que Joe, tout simplement, est lui-même? Est-ce que ce Joe n'a pas commencé en une seule petite séance, tout simplement à manipuler, comme il sait si bien le faire, à rentrer dans le cerveau du docteur qui est l'auteur principal? Est-ce que, tout simplement, Joe n'est pas rentré en une séance, en un peu plus d'une heure, dans le cerveau de ce docteur, du narrateur, pour le rendre fou, en fait, et justement lui faire penser à cette théorie numéro 1. Et là, bah, on n'en sait pas plus. On est coupé entre est-ce que Joe est méchant, est-ce que Joe n'est pas méchant, est-ce que le Dr G est méchant, est-ce que le Dr G n'est pas méchant. On a les deux cas de figure, l'un écrit, l'un exposé et l'autre sous-entendu. Alors bah, on va en savoir plus dans la partie 5, en tout cas j'espère. Je pense que c'est tout pour moi pour cette vidéo. Ça fait à peu près 30 minutes de vidéo comme d'habitude par chaque partie. J'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien. C'était H5. N'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao tout le monde.